La théorie économique s'est construite par des thèses et antithèses, donc au fond de controverses comme l'adhésion de la République démocratique du Congo à la zone des libre-échanges continentales africaines. C'est vrai, certains pensent qu'il était temps pour la République démocratique du Congo d'adhérer à cette zone. Les autres, par contre, pensent les contraires. Vous avez compris là, aujourd'hui, nous allons aborder, n'est-ce pas, tous les arguments et entrer à notre adhésion à la zone des libre-échanges continentales africaines. Nous vous disons, salut à vous qui nous suivez de partout, c'est la chaîne nationale congolaise. Qui êtes-vous si on doit résumer votre présentation? Bon, je suis le professeur Isaac Kalonda Kanyama. Je suis docteur en économie de l'Université de Kansas aux États-Unis et avec comme spécialisation en économétrie, en microéconomie et en économie de développement. Mais j'ai dit aussi avoir des enseignements en Afrique du Sud à l'Université de Johannesburg avant de revenir ici au pays. Et dans l'entretemps, je suis le directeur d'un bureau d'études, d'un cabinet d'études, le bureau d'expertise économique qui travaille sur un certain nombre de sujets, de la recherche, entre autres sur l'analyse de la sensibilité économique. Et en dehors de cela, je fais de la consultance. J'ai fait un certain nombre de consultances au niveau national comme au niveau international. Et là, par exemple, je suis en train de travailler comme consultant de l'ONIDI, dans l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Alors, selon vous, pourquoi la création de la zone des libre-échanges continentales africaines? D'abord, c'est une émanation de l'Union africaine. Et en termes d'étendue, c'est l'une des plus grandes zones économiques depuis la création de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. Le pourquoi, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent être avancées pour justifier la création de cette zone. Voilà. Nous devons les aborder. Par exemple, ou premièrement, je peux citer la première raison, c'est qu'il y a au niveau du continent une multitude de communautés économiques régionales avec une multiplicité d'appartenance pour un certain nombre de pays. Ça, c'est une raison pour laquelle l'UA, l'Union africaine, a voulu mettre en place cette zone de libre-échange. Mais l'objectif principal, c'est d'abord d'accélérer l'intégration, favoriser l'intégration économique au niveau africain et accélérer la croissance en harmonisant les échanges internationaux entre différents pays. Il y a aussi le problème de la modicité des échanges entre les pays africains. La création de cette zone peut être une raison ou pourrait conduire à une augmentation du volume d'échanges entre les pays africains. Et il y a aussi une raison pour laquelle cette zone de libre-échange est importante, c'est que l'Union africaine a voulu régler de façon efficiente les problèmes de la multiplicité d'appartenance à plusieurs... Mais là c'est déjà un problème parce que nous le savons tous, le même pays qui adhère à la zone ou à la ZLCAF sont aussi dans d'autres communautés économiques régionales. N'est-ce pas là un frein? Il faut d'abord rappeler qu'il y a 8 communautés économiques régionales au niveau de l'Afrique. Vous avez l'Union Maghreb arabe, vous avez la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, vous avez la CAC, vous avez la SADC, c'est plein, c'est pratiquement 8. C'est de trop, c'est vraiment de trop. On dit de trop, c'est peut-être exagéré, mais ce sont des structures qui ont été mises en place et qui ont fonctionné. Mais ce qu'il faut, c'est poser la question, est-ce que ces structures ont été efficaces? Est-ce que vraiment l'intégration économique a été réalisée à partir de ces structures? Ou soit ils ont au moins atteint leurs objectifs. Voilà, ça, c'est un autre problème. Donc là, on voit cette structure globalisante, si on peut appeler au niveau continental, qui est la zone de libre-échange, mais qui va concerner des pays qui étaient déjà membres d'autres communautés économiques régionales, comme la RDC qui appartient à 3, à la SADC, à la CAC, puis comme ça. Ces structures existent déjà, mais la zone qui est créée est un peu plus large, c'est comme un grand ensemble, et ces communautés régionales, ce sont des sous-ensembles. Donc vous dites que ce n'est pas un frein du fait que le même pays
appartiennent à plusieurs communautés économiques et régionales, non? Non, cela d'abord conduit à l'inefficience. Hein. Le fait d'appartenir à plusieurs zones, on ne sait pas, c'est comme quelqu'un qui veut manger, qui mange sur plusieurs tables, et puis il n'est pas rassasié, quelqu'un qui va boire à plusieurs sources, et puis il n'étanche pas sa soif. Donc, à un certain niveau, il y a un problème de coordination des actions dans différentes communautés auxquelles on appartient, et finalement, on aboutit à l'inefficience. On n'atteint pas l'intégration économique voulue en appartenant à trop de structures. Quoi. Voilà. Alors, êtes-vous pour ou contre l'adhésion, je l'ai dit bien, l'adhésion de la République démocratique du Congo à cette zone de libre-échange continentale africaine? Alors, premièrement, il faut se dire ceci. La RDC a un statut sur le plan des échanges internationaux. Nous avons un statut d'un petit pays ouvert. Nous n'avons pas la capacité d'influencer les prix sur le plan international. Et ce statut-là ne va pas changer parce qu'on va appartenir à une zone de libre-échange. On a ce statut. D'ailleurs, avant que cette zone soit créée, on a déjà été membre de 3 zones, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 communautés économiques régionales, comme je citais la SADC, la CAC et le COMESA. On était déjà là. Donc, les arguments, là je suis en train de parler de personnes qui disent que ce n'est pas bon d'adhérer. Ces arguments qu'on avance aujourd'hui pour décourager l'adhésion de la RDC à cette zone de libre-échange seraient aussi les mêmes qu'on aurait pour l'adhésion à la SADC, à la CAC ou au COMESA. Non, il y a toujours un avantage sur le plan théorique. Sur le plan théorique, nous savons qu'il y a des avantages pour s'ouvrir au commerce international selon donc les principes des avantages comparatifs. Mais il faut se poser la question de savoir est-ce que nous sommes en mesure de tirer avantage. Voilà. Parce que nous avons des dotations, nous avons des atouts. Voilà, les potentialités. Voilà. Comme on parle toujours, la RDC c'est un pays riche, voilà. Tout ça. Alors nous avons tous ces potentiels-là, tous ces atouts, nous les avons. Et ce sont des conditions préliminaires pour bénéficier des avantages comparatifs lorsque on va faire le commerce avec les autres. Mais il faut retenir une chose, que ces atouts naturels ne sont pas suffisants pour déclencher les avantages comparatifs. Parce qu'il faut maintenant ce qu'on appelle des atouts ou des avantages acquis, c'est-à-dire qui sont liés à la connaissance, à la production des connaissances, des innovations, des capacités des travailleurs, ainsi de suite. À ce sujet-là, à ce point-là, vous êtes contre au moins. Oui. Voilà. À ce sujet-là, je me dis que, non, je ne suis pas contre. Sur ce point-là, je me dis il est avantageux de s'ouvrir parce qu'il y a des avantages potentiels. On doit identifier les domaines dans lesquels nous avons un avantage comparatif et les domaines dans lesquels nous n'avons pas d'avantage comparatif. Et nous allons produire là où nous avons l'avantage comparatif et importer là où nous n'avons pas l'avantage comparatif. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait partie de cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors, qu'est-ce que le Congo aujourd'hui, étant membre de cette zone, qu'est-ce que le Congo a aujourd'hui à offrir aux autres pays africains? Pour savoir qu'est-ce que le Congo est capable de donner, il faut juger la capacité productive de la RDC. Et comment elle est cette capacité? Elle est faible. Très faible. Très faible. Nous ne produisons pas suffisamment. Et je ne sais pas ce qu'on va échanger avec les autres. On va échanger la sucrante. Les produits que nous avons, nous n'y ajoutons pas une valeur. On produit, prenez le maïs qui est produit, c'est pas moi, à Kanyamaka, c'est où, comment est-ce qu'on transforme? Nous avons un problème très sérieux au niveau des structures productives d'abord, mais aussi au niveau des structures de transformation. On n'a pas suffisamment les capacités. Pourquoi j'ai parlé des capacités? Nous avons les avantages naturels, mais j'ai parlé des avantages acquis. Ces avantages-là, nous les manquons beaucoup. Ce qui fait que ce que nous produisons, nous n'y ajoutons pas de la valeur. Donc, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors, si un produit n'a pas de valeur ajoutée, qu'est-ce que vous allez gagner? Même la capacité productive est très réduite parce qu'on n'a pas des infrastructures pour la commercialisation, même les infrastructures de stockage, on en manque. Donc, c'est-à-dire, la première chose à faire, c'est de regarder à ce que nous pouvons offrir d'abord à nos capacités productives. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous ne produisez pas.
Alors aujourd'hui, le commerce intra-africain est de moins de 3%, peut-être dirais-je 1,7%. Pensez-vous, n'est-ce pas, les 54 pays sont capables de remonter au moins la pente pour lui, peut-être dans 10 ans ou 5 ans, espérons, ils vont peut-être atteindre au moins 10%, n'est-ce pas, du commerce intra-africain. Si vous regardez les différentes zones, les différentes communautés économiques et régionales en Afrique, il y a un problème qui est commun. Lesquels? Ce problème, c'est le manque d'infrastructures régionales et la faible capacité productive. Les pays africains ne produisent pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup d'obstacles structurels qui empêchent la production. Donc, il faut d'abord, le potentiel est là. On a un marché d'1,2 milliard. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Un PIB estimé à 4 000 milliards, c'est vraiment énorme. Ça, c'est potentiel. Mais il faut concrétiser cela. Et les pays africains sont en mesure d'y parvenir. Mais il y a d'abord ces préalables de régler les problèmes d'infrastructures. Les infrastructures manquent dans la plupart des pays africains. Et sans ces infrastructures, sans l'augmentation de la capacité productive, donc on va rester dans cette logique du commerce intra-africain qui tourne autour de 3%. Donc il y a des efforts à faire. Ce qui serait une perte pour cette zone. Perte, parce que ça ne servirait à rien de se mettre s'unir ensemble sans pour autant s'échanger. Pour accoucher d'une souris. Donc ça demande beaucoup de stratégies en fait pour développer, augmenter la capacité productive et appuyer cela avec des infrastructures qui permettent la commercialisation. Parce qu'un bien peut être produit au Congo, en RDC, comment ce bien va-t-il être consommé au Lesotho s'il n'y a pas des infrastructures pour amener, par exemple, des infrastructures de transport. Donc, il y a ces préalables-là, les pays membres de cette zone de libre-échange doivent chacun raisonner, réfléchir sur les stratégies qui permettent de bénéficier de cette union-là. Bon, au-delà de ça aussi, il y a d'autres arguments qui arrivent pour dire, mais est-ce que lorsque le pays membre n'arrive pas à s'échanger, ils peuvent utiliser des marchandises de pays qui ne font pas partie de la zone? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là? Il faut parce que c'est un effet, ça c'est vous évoquez l'effet statique des zones de libre-échange. Il y en a deux, il y a le détournement des échanges, mais aussi la création d'échanges. Il y a deux choses qu'il faut considérer là-bas. Donc, il y a détournement d'échanges lorsque, au lieu d'acheter auprès d'un membre de l'Union, on va acheter auprès d'un membre qui est à l'extérieur de l'Union, mais qui est plus efficient dans la production. Parce que pour importer des biens, il faut aller importer auprès d'un fournisseur qui produit de manière efficiente. Donc, si les membres de la communauté produisent à un coût plus élevé, donc les biens là vont coûter plus cher chez nous. Alors mieux vaut aller là-bas, acheter auprès d'un membre qui est plus efficace, plus efficient. Maintenant, là le problème c'est qu'il y aura perte de bien-être. Dans ce cas-là, la perte de bien-être. Alors c'est là où l'effet des créations, des échanges peut intervenir pour contrebalancer. Pour contrebalancer cela, dans quel cas? C'est au cas où un pays qui produit un bien déterminé importe une proportion des biens consommés qu'il produit auprès d'un pays membre de l'Union. Alors à ce moment-là, si l'effet de la création d'emplois est plus élevé que l'effet du détournement, je voulais parler de l'effet de la création des échanges, si cela est plus élevé par rapport à l'effet du détournement, alors on peut espérer que cet effet sera un peu contrebalancé. Mais c'est un problème très sérieux, puis je me dis que dans un bref délai, dans un avenir proche, je ne vois pas les pays africains produire à moindre coût ce qu'ils étaient en train d'importer à l'extérieur. Vous avez aussi mené quelques études qui prouvent au moins, est-ce qu'il était temps, n'est-ce pas, pour le Congo d'adhérer à la zone de libre-échange continentale africaine ou non? Parlons-en ces études. J'ai développé un indice, et cet indice qui permet de positionner les pays par rapport aux bénéfices à tirer de l'adhésion à une zone de libre-échange. J'ai pris un indice, disons un échantillon de 37 pays selon la... De quoi était venue cette idée d'étudier au moins les indices de pays membres de la zone? C'était quoi l'idée derrière tout ça? L'idée, c'est pour participer, un peu contribuer à ces débats
Quand on se dit, j'entendais les gens dire, est-ce que la RDC doit adhérer ou pas adhérer? Bon, la plupart des personnes, la plupart des cas, vous avez un raisonnement qui est basé sur des opinions. Alors, il faut avoir un chiffre quelconque qui vous permet de prendre la décision, bien un indice. C'est ainsi que c'est de là que m'est venue l'idée de développer un indice qui permet de mettre tous les pays africains sur un continuum allant de -1 à 1, c'est-à-dire c'est l'indice qui ça varie entre ces valeurs-là. Donc, si vous avez une valeur qui va vers -1, c'est que vous êtes décalé des bénéfices de la zone de libre-échange. Mais si donc, vous devez fournir beaucoup d'efforts. Vous devez fournir beaucoup d'efforts. Et dans cette étude-là, je défends qu'il y a 3 domaines dans lesquels un pays doit faire beaucoup. Lequel Le premier domaine, c'est d'abord les problèmes de capacité institutionnelle et organisationnelle des marchés intérieurs et extérieurs, où on voit la capacité productive des pays, comment est-ce que les pays est capable de produire et tout ce qui tourne autour des structures. Et si on doit parler du Congo, quel est son niveau voilà. en termes de capacité? On va y aller. Laissez-moi d'abord vous donner les 3 domaines dont j'ai parlé. Il y a d'abord ces domaines d'infrastructure et puis il y a les domaines de la qualité de la main-d'œuvre qui doit être améliorée. Et finalement, nous avons le 3e domaine qui est celui de l'amélioration de la stabilité macroéconomique et du climat des affaires. Donc, sur base de ces 3 domaines très importants, alors j'ai développé cet indice-là en utilisant les informations provenant du Forum économique mondial, c'est-à-dire les indicateurs de la compétitivité des différents pays. Alors, j'ai produit en suivant une analyse multivariée, donc basée sur l'analyse factorielle, et je produis ces indices, je les ai normalisés, de telle sorte que la comparaison puisse être facile. Alors, en ce qui concerne la RDC, alors concernant les premiers domaines, c'est le domaine des infrastructures, de l'organisation des marchés, là, la RDC a un indicateur négatif. Cet indicateur qui tourne autour de 0,419, quelque chose comme ça, qui est vraiment inférieur. Et dans cette catégorie-là... Lorsque vous dites c'est inférieur, là, il faudra dire aux téléspectateurs, oui. Cela signifie quoi? Ou cela veut dire signifie quoi? Avec ça un indice exactement. de -0,4, un score plutôt, de -0,419 sur mon indice, cela veut dire que la RDC est décalée par rapport aux bénéfices à gagner de l'intégration en se basant sur les infrastructures, la capacité productive. Alors cela veut dire tout simplement que la RDC doit faire beaucoup d'efforts dans les domaines de l'organisation de la production, dans les domaines des infrastructures, pour pouvoir bénéficier des avantages sur base de ces critères-là. Ça, c'est un. Alors, dans cette catégorie, il y a des pays comme le Nigeria aussi, qui a un indice... Même le Nigeria aussi, négatif. Faible, négatif. Et le Madagascar, ce sont les 3 pays qui sont plus décalés. Et l'Afrique du Sud, c'est comment? L'Afrique du Sud a un score positif sur cet indice-là. Il n'y a pas de point pour l'Afrique du Sud. Le Ghana, Le Ghana, ça va. Il y a une des composantes où le Ghana est aussi négatif. Mais lorsque on n'a pas parlé du Rwanda. Bon, le Rwanda, globalement, a un indice positif. Global. Indice positif globalement, quand vous prenez les 3, parce que l'indice global prend en considération les 3 dimensions. Alors, la RDC, que ce soit sur les plans des infrastructures, l'indice montre que la RDC est décalée par rapport aux bénéfices à gagner. Il en est de même en ce qui concerne les capacités de la main-d'œuvre. La RDC a un score de 0,327, je crois, moins 0,327, qui est encore inférieur, qui montre que la RDC est décalée en termes de bénéfices à gagner de l'adhésion, en fait, de l'ouverture commerciale par rapport au marché du travail, par rapport à la capacité des travailleurs, par rapport au capital humain. Là où la RDC a une performance assez efficace, voilà. Non, pas encore efficace. C'est encore, un peu quand même, ça va. Bon, c'est moins 0,052, c'est prêt. Atteint un peu le Ils seuil. veulent atteindre le seuil critique pour commencer à bénéficier. Donc, c'est au niveau de la stabilité des climats des affaires. Donc, ça montre que les différentes réformes... C'est déjà beaucoup. Les différentes réformes ont quand même porté. Alors, il faut maintenant continuer à réformer sur le plan de la sécurité et pour que, du moins sur ces domaines-là, que la RDC commence à bénéficier pour essayer un peu de contrebalancer les faits négatifs d'autres composantes. Le premier, les infrastructures et l'organisation des marchés. Deuxièmement, c'est
la capacité de la main-d'œuvre ou du capital humain. Et troisièmement, la stabilité macroéconomique et du climat des affaires. On sait quand même que... En termes de stabilité, comment est l'indice de... Bon, l'indice sur les scores, sur l'indice, c'est moins 0,052. On tend vers le point critique. Sur ce point-là, c'est-à-dire on atteint un point où la RDC peut commencer à bénéficier en fait de son climat des affaires et de la stabilité macroéconomique. Mais nous avons encore des efforts à faire. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à travailler. À bosser dur, voilà, bosser dur pour que les avantages commencent à venir. Afin que nous bénéficions au moins de cette... Alors, qu'est-ce que vous avez comme solution à s'y gérer? Parce que là, on vous suit de partout. Oui. À nos politiques, là, je vois les autorités qui nous gèrent, mais aussi, n'oubliez pas, aux entreprises qui font partie des opérateurs économiques. Et enfin, à la masse, là, je vois la population qui ne comprend pas toujours pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on aura dans cette zone. Nous sommes là-dedans déjà. La question de savoir s'il faut adhérer ou non, pas adhérer, c'est dépassé. C'est déjà dépassé. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier des avantages. Alors, mon indice montre que la RDC est décalée. L'adhésion que nous avons faite, on a ratifié, disons, le 22 janvier de cette année, nous sommes là-dedans déjà. Donc, mais nous y allons comme des perdants. C'est ce que nous devons savoir. Les politiques, les décideurs doivent savoir que nous sommes là, mais nous sommes perdants. Nous sommes partis comme des perdants. Parce que sur base des facteurs de compétitivité, nous ne serons pas en mesure de bénéficier immédiatement des avantages. Pourquoi? Parce qu'un des défis majeurs de cette zone de libre-échange, c'est quoi? C'est la disproportionnalité des bénéfices à tirer de cette zone. Parce qu'il est soutenu dans la littérature que des pays ayant une base manufacturière solide vont plus bénéficier que les pays qui n'en ont pas. Là, on a l'exemple de pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, nous avons l'Égypte, on a le Maroc. Ce sont des pays qui sont, le Kenya aussi, ce sont des pays qui ont quand même une base manufacturière solide. Ces pays-là sont en mesure de bénéficier immédiatement de cette adhésion. Par contre, les pays comme la RDC et certains autres pays africains, de l'Afrique centrale, doivent encore... n'ont pas une base manufacturière solide, ce qui fait qu'on part perdant. Maintenant, la solution, c'est quoi? Maintenant, c'est le temps de monter des stratégies. Nous savons que nous sommes perdants quand nous sommes partis là-bas. Mais quelles sont les stratégies qu'on doit mener pour encadrer notre adhésion de telle sorte que nous soyons en mesure de bénéficier? C'est très simple. En économie, vous jouez sur les indicateurs et vous voyez les résultats. Alors, les indicateurs que j'ai cités ici, concernant la capacité productive, si nous améliorons notre capacité productive, si nous améliorons... Comment on va l'améliorer? Parce qu'on n'a pas des industries, déjà on n'a pas de routes, on n'a rien. C'est là où je vais vraiment aller là-bas. Donc, si nous pouvons améliorer sur chacun de ces indicateurs, alors il y a plus de chances que nous puissions bénéficier. Sinon, on va être là en train de perdre. Alors, quelle stratégie faut-il entretenir aussi? Il faut une stratégie d'industrialisation assez bien réfléchie, une stratégie productive pour appuyer les secteurs productifs et aussi appuyer cela par une infrastructure capable de soutenir la production. Alors c'est à ce niveau-là, par exemple, que je peux donner l'exemple d'un programme qui est en train d'être écrit avec l'ONIDI pour soutenir une assistance technique au gouvernement pour pouvoir développer les secteurs industriels, en commençant par l'agro-industrie, par exemple, en encourageant ou en développant des chaînes de valeur porteuses dans l'agro-industriel. On renforce la production et on renforce les structures de transformation et les structures de commercialisation. Là, on voit bien sûr qu'il faut des infrastructures. Alors, lorsqu'on aura une stratégie bien mûrie, on va appliquer, et ça, c'est vraiment très nécessaire. Sinon, on va rester à la queue et ça n'ira pas. Donc, l'ONUDI est en train d'assister les gouvernements, notre gouvernement, à monter un programme d'assistance technique qui va prendre les priorités. Il n'y en a pas jusqu'à présent, on n'a pas de programme bien élaboré à ces sujets, vous voulez dire. Vous savez qu'en RDC, on a beaucoup de plans, on a
beaucoup de programmes, on a beaucoup qui de sont projets. aussi bons, il faut ajouter. Très voilà, bon, je peux me dire très bon. C'est l'applicabilité qui Mais pose peut-être un problème. il faut une stratégie, c'est vraiment très important. Parce que si on ne le fait pas, si vous n'êtes pas stratégique, vous savez, dans les échanges internationaux, quand vous sortez de votre domaine interne, maintenant c'est la théorie des jeux là-bas. Il faut des stratégies. Vous devez définir une stratégie qui vous permet de bénéficier. S'il n'y a pas de stratégie, on va tourner en rond ici. On va commencer à se dire, on a adhéré, c'est bien ou ce n'est pas bien. Et finalement, on ne récolte rien. C'est très, très, très important. Voilà. Et aux opérateurs économiques, parce que là, vous avez parlé plus de stratégie que devra appliquer ou utiliser nos politiques, nos cadres de ces pays qui est industrialisé, le Grand Congo, n'est-ce pas, en termes de production ou dans tous les secteurs, et les infrastructures, mais aux opérateurs économiques et à la population congolaise. Bon, les opérateurs économiques, je crois que ce sont des commerçants, ils cherchent le profit. Donc, il faut produire de façon efficiente. Il faut développer les chaînes de valeur. C'est très important. Vous êtes dans un secteur productif, développer les chaînes de valeur qui vont ajouter de la valeur à vos produits, de telle sorte que ces produits puissent être en mesure d'être vendus à l'extérieur. Et à ce moment-là, et un produit de qualité. C'est à ce moment-là qu'il faut maintenant que les produits, ce qui est produit, puissent répondre aux normes internationales. Il ne faut pas produire sans tenir compte des normes. Vous savez, moi, j'étais aux États-Unis, j'ai vu de la farine de manioc provenant du Ghana. Il faut que les opérateurs économiques continuent à faire l'effort. Je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles liés au climat des affaires. Il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, dans un partenariat public-privé, essayer de négocier les meilleures conditions d'opération, des meilleures conditions de production. Et à la population, rappelez, parce qu'on est vraiment à la fin, la population, un mot. Hein? La population doit comprendre que l'adhésion à cette zone de libre-échange n'est pas mauvaise, je peux dire ça, n'est pas mauvaise, dans le sens que nous avons la possibilité de gagner beaucoup. Et puis, vu même notre position géographique, nous avons la possibilité de gagner de cet accord, de cette zone de libre-échange. Donc, la population, c'est dans la population que nous trouvons les entrepreneurs aussi. Hein. Et la population, c'est aussi des entrepreneurs. Donc, il faut que la population se mette aussi en créant. Moi, je crois au génie créatif de notre population. Il y a des choses que vous pouvez voir dans ces pays qui peuvent vraiment faire évoluer notre situation. Alors, la population doit comprendre que c'est une adhésion qui n'est pas mauvaise dans le sens que ça peut nous produire, ça peut nous apporter beaucoup de gains. Alors, bien sûr, comme j'ai parlé ici, il faut des stratégies que nos dirigeants doivent mettre en place et des stratégies bien réfléchies. C'est donner à l'entrepreneuriat, aux initiatives innovantes qui peuvent contribuer à développer notre pays. Nous avons un potentiel très grand. Mais malheureusement, tous ces temps que nous avons passés, toutes ces années passées, nous n'en faisons rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage, n'est-ce pas, à l'émission Par l'économie à ce sujet? Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai d'abord expliqué où nous sommes. Nous sommes partis perdants. C'est le moment que la RDC, que les responsables puissent monter des stratégies d'encadrement de notre adhésion pour que nous soyons en mesure de bénéficier, de tirer les gains d'échange de cette adhésion. Alors, il y a des indicateurs que j'ai cités ici qui nécessitent une amélioration. Et il faut travailler sur des stratégies qui puissent améliorer notre situation. Donc, nous avons besoin de développer des infrastructures. Les infrastructures vont soutenir notre capacité productive. Et cela va augmenter notre production. Cela va augmenter ce que nous sommes en mesure d'offrir aux autres. Et cela aussi va nous ouvrir des opportunités sur comment gagner de ce que les autres ont. Oui, parce qu'à la zone, ce n'est pas seulement le bien qu'on prend, mais on échange aussi les personnes. Hein. Exactement. On est libre de travailler là où nous voulons. On peut travailler là où nous voulons. C'est donc ça qu'il faut retenir. L'indice que j'ai développé, je l'appelle l'indice du positionnement sur l'échelle des bénéfices de l'intégration régionale. Alors cet indice varie entre -1 et 1. C'est un indice normalisé, c'est un indice composite.
Il y a 3 composantes individuelles qui sont combinées dans un indice composite. Et la performance sur chacune de ces composantes permet de voir où les pays se trouvent et quels sont les efforts à mener. Alors, comment interpréter l'indice? Lorsque la valeur est négative, donc plus on s'approche de -1, plus on est décalé des bénéfices des échanges internationaux. Plus on s'approche de 1, plus on bénéficie de plus en plus des gains des échanges internationaux. Et lorsqu'on est autour des 0, ça veut dire qu'on est autour du point critique, c'est-à-dire le point à partir duquel tout effort va payer, mais c'est aussi le point à partir duquel toute faiblesse va vous ramener dans la zone de perte. Donc voilà, c'est l'interprétation qu'il faut donner de cet indice. Et la RDC a des scores négatifs sur chacune de ses composantes et aussi au niveau de l'indice composite. Il n'est plus temps, n'est-ce pas, de se poser la question si oui, adhérer à la zone de libre-échange continentale africaine ou non, n'est-ce pas? Il est temps pour le Congolais en général, pour nos autorités, d'y travailler. Nous avons aujourd'hui déjà une politique industrielle, industrialiser nos secteurs de production, construire des routes afin d'évacuer ces produits et surtout des routes stratégiques. Ça, c'est important. C'est là où viendra, n'est-ce pas, nos gains dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Nous pouvons finir cette émission, c'est-à-dire un mot à nos frères et sœurs de Goma. Oui. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous disons, n'est-ce pas, dans l'ensemble, au revoir et à très vite.